Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2, c'est aujourd'hui Cyberculture comme tous les samedis sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris, donc Cyberculture c'est quoi? On parle d'informatique, de culture informatique, le samedi c'est informatique sur la radio ici et maintenant. Retrouvez-nous aussi sur notre chat.rim952.fr, chat.rim952.fr. On se retrouve tout de suite après l'introduction de l'émission. A tout de suite. Présenté par William. Vous êtes sur la radio ici, maintenant c'est Cyberculture, bonjour à vous, bonjour aux chatteurs, je vous rappelle qu'on a un chat, chat.rim952.fr, donc pour nous retrouver en direct sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris. Vous êtes peut-être sur le chemin de vos vacances, bon courage, faites attention sur la route, pensez à prendre des pauses et surtout buvez de l'eau, c'est important de ne pas trop se déshydrater et ne soyez pas stressés, c'est pour vous le moment de vous détendre et bienvenue et profitez-en bien. Aujourd'hui c'est Cyberculture présenté par William. Je vais attendre Sensor qui va pas tarder à arriver, donc Sébastien, et aujourd'hui on va parler d'une revue de presse que j'ai sélectionnée cette semaine, effectivement. Donc comme je vous rappelle aussi que le samedi sur la radio ici et maintenant on parle d'informatique. Salut à vous encore une fois qui suivez cette émission. On parlera quoi d'aujourd'hui dans cette fameuse revue de presse? On parlera d'espace parce que j'aime bien parler d'espace spatial, d'univers bien sûr, avec l'avancée, ce que
nous voulons peut-être faire, nous, en tant que hommes, pour, tout simplement pour conquérir peut-être plus tard, un jour, l'espace. On parlera d'Internet, de réseau, de futur qui est à notre porte avec des nouvelles technologies de peer-to-peer, de sécurité, de hacking, de drones, de réseaux sociaux et aussi ce qui peut aussi nous concerner, nous en tant qu'hommes, avec les influences de notre Lune. Donc on se retrouve tout de suite après ça, donc une petite pause pépère musicale, et on se retrouve tout de suite après ça et on commencera cette fameuse revue de presse sur la radio. Je vous rappelle qu'on a donc aussi notre télévision expérimentale qui s'appelle Time, accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com, donc dans la section Time, et bien sûr notre fameux chat, vous pouvez vous connecter, chat.rim952.fr, il n'y a pas de règle, vous mettez le nom de l'utilisateur que vous voulez et vous appuyez sur entrée, il n'y a pas de mot de passe, vous êtes les bienvenus pour bien sûr participer à partir de ce chat à l'émission d'aujourd'hui, Cyberculture sur la radio, ici et maintenant. Radio Ici Maintenant 95.2, on a écouté Greyvoc, vous pouvez le retrouver sur greyvoc.com, grevok.com, www.greyvoc.com, téléchargez, écoutez ces musiques, c'est sympa, j'aime bien, c'est trop de l'électro, pop, c'est sympa. Donc là c'est la revue de presse, c'est Cyberculture aujourd'hui, vous êtes, si vous prenez l'émission en cours, peut-être sur la route de vos vacances ou pépère allongé sous un arbre, en train d'écouter l'émission Cyberculture aujourd'hui sur la radio Ici et Maintenant, et là on va rentrer dans notre revue de presse, donc je ne sais pas si vous avez vu passer dans ces actualités de cette
cette semaine cette fameuse course qui a pour récupérer l'ancien site de Cap Canaveral. Donc la NASA, donc des sociétés spatiales privées se battent pour récupérer le pas de tir de Cap Canaveral. Donc vous savez très bien à quoi servait Cap Canaveral. Bien sûr, c'était pour envoyer des satellites dans l'espace et des navettes spatiales. Donc le patron d'Amazon et celui de Tesla, tous deux actuellement à la tête de la compagnie spatiale privée, viennent de se lancer dans une lutte visant à l'acquisition de l'ancien centre spatial Kennedy en Floride. Donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon et de Blue Origin, et Elon Musk, fondateur de PayPal, Tesla et SpaceX, viennent d'annoncer leur intérêt concernant le rachat du Kennedy Space Center basé en Floride. Donc un centre spatial propriété d'aujourd'hui de la NASA qui avait spécialement été créé en 1959 pour servir de pas de tir aux fusées et aux projets secrets plus largement popularisés par les tirs des navettes de programme STS avant leur abandon en 2011. Mieux connu sous le nom de Cap Kennedy, Cap Canaveral, par extension, le complexe 39A fait partie de l'histoire de l'exploration spatiale humaine. Malgré tout, depuis l'abandon du projet de navette spatiale, la NASA n'a plus l'utilité du site et envisage de s'en séparer afin de récupérer que font. Donc l'acquisition du complexe serait un atout indéniable pour l'un des deux compagnies spatiales privées, non seulement pour la structure proposée, mais également pour profiter de l'aura de cette base mythique, un atout indéniable pour vendre des vols commerciaux et développer le tourisme spatial. Donc j'en parlerai un petit peu au cours de cette émission sur les taxis de l'espace avec ce fameux ticket pour aller vous balader en orbite ou aller bien sûr dans l'une des stations spatiales qui sera en mode porte ouverte, bien sûr si vous alignez le chèque qui va avec. Donc pour SpaceX, l'acquisition permettrait à la firme de disposer d'un troisième pas de tir. Pour Blue Origin, la situation est plus délicate puisque la firme n'a actuellement placé aucun appareil en orbite depuis sa création, souffre encore d'une mauvaise image après le crash de l'un de ces appareils en août 2011. Blue Origin est d'ailleurs resté très discret sur ce projet depuis sa création en septembre 2000. Malgré tout, l'acquisition de Cap Canaveral pourrait permettre à la firme d'avancer de façon significative dans ses projets. La société envisagerait d'utiliser le site pour ses propres lancements, mais proposerait également aux autres sociétés de louer le pas de tir. Donc SpaceX pourrait pourtant plus facilement acquérir le site puisque la firme envisage d'en faire le site de lancement de cette capsule Dragon, une capsule qui fait déjà l'objet d'un partenariat avec la NASA pour l'acheminement de fret jusqu'à l'ISS. C'est le montant des négociations qui devraient donc rester secret. La NASA a annoncé qu'elle souhaitait finaliser la transaction d'ici le 1er octobre prochain. Donc c'est assez intéressant. Hein. Bon, quelque part, on sait que le programme spatial de la NASA, ils ont abandonné le fait de ce fameux site en 2011. Et quand on voit qui récupère derrière cette possibilité, c'est quand même les plus gros du web. Hein. Donc là, on parlait d'Amazon, du patron d'Amazon et aussi le fondateur de PayPal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, sur le chat, vous aussi, hein, vous pouvez appeler. On a une ligne, on est ouvert sur la radio ici maintenant. On peut discuter aussi. Vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture, vous prenez peut-être l'émission en cours, bienvenue, hein, vous êtes peut-être chez vous, pépère, devant votre PC, vous ne comprenez rien, bah, ça peut arriver. On essaye le samedi, on fait même le nécessaire pour vous expliquer, mettre en avant les actualités du moment, de l'actualité du moment informatique et des nouvelles technologies et sciences et une nouvelle technologie avec l'émission de première partie le samedi de 14h à 15h30 avec Cyberculture, avec moi-même, avec William, et à partir de 15h30, bien sûr, vous retrouverez Olivier de l'Outline qui vous, de temps en temps, vous présente un petit peu comme moi des dossiers spéciaux pour mieux comprendre l'actualité de ce qui nous arrive aujourd'hui dans le domaine du web, de l'informatique en global, le domaine aussi du libre. Ça, c'est important parce qu'on aime bien mettre en avant tout ce qui concerne le Linux, le domaine du libre et de l'open source. Donc, on retrouvera tout à l'heure, bien sûr, Olivier, à partir de 15h30. Je vous rappelle qu'on a un chat, hein, vous pouvez vous connecter avec n'importe quel type de support informatique avec votre tablette, hein, on a testé avec votre tablette Android, voire l'autre marque, ce que vous voulez, iOS, et bien sûr à partir de votre ordinateur, il suffit simplement de taper une seule adresse, chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, et vous mettez votre login ou le pseudo, ce que vous avez toujours voulu vous appeler, ou simplement appuyer sur Entrée, vous allez avoir simplement un nom d'utilisateur numérique. Bienvenue si vous arrivez en cours de cette émission. On parlait On parlait espace, bien sûr. On parlait de la NASA qui vendait tout simplement le site de Cap Canaveral en Floride. Et pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, les agences privées spatiales se lancent dans la course tout simplement au taxi spatial. Donc la semaine dernière, la NASA qui annonçait le lancement de sa 4e et dernière phase de développement de son programme de taxi spatial. Donc c'est un projet qui permettrait entre autres à des entreprises privées d'envoyer leur propre équipement vers l'ISS depuis le sol américain, et donc ça débutera dès 2017. Donc le programme de la NASA va dans la continuité de déléguer une partie des opérations spatiales à un ensemble de sociétés privées et de sous-traitants, permettant dans le but de limiter les investissements et les coûts de différentes missions pour l'agence gouvernementale. Donc la NASA devrait dévoiler son appel d'offres final après une première présentation qui se déroulera donc dans un premier temps le 2 août au centre spatial Kennedy en Floride. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Le contrat imposera des prix fixes pour l'acheminement du personnel vers l'ISS et le respect d'un ensemble de protocoles, comme on l'imagine très facilement. Bien que le marché soit ouvert, les sociétés spatiales déjà en contrat avec la NASA sont celles qui auront le plus de chances de décrocher ce fameux contrat, comme j'en parlais tout à l'heure, Boeing, SNS et bien sûr SpaceX. Donc Boeing et SpaceX travaillent déjà sur une capsule habitable pour le compte de la NASA, tandis que Sierra Nevada Corp développe un module de propulsion. Donc SpaceX dispose pourtant d'un avantage puisque la société propose à la fois des capsules habitables à sa propre solution de lancement, la fusée Falcon 9 qui sera pleinement opérationnelle à partir de 2007. Donc si l'icône de la NASA est maintenu, le premier lancement issu de ce contrat donc commercial Crew Transportation Capability Contract sera également le premier lancement d'un module habité depuis le sol américain depuis la fin du programme des navettes spatiales donc américaine donc qui s'était arrêté en 2011. Donc la NASA a rappelé qu'il faudrait plus de 800 millions de dollars par an pour que le Congrès puisse allouer donc ce fameux projet qui sera donc concrétisé en 2017 et continuer de conserver plus d'une société privée impliquée dans ce programme. Donc on voit quelque part, si on a senti que le gouvernement américain ne voulait donc ralentir, voire abandonner quelque part le projet tout simplement abandonner le projet spatial, mais d'un autre côté, cet abandon n'a pas voulu être vraiment accepté par l'autre partie parce que la conquête, ça coûte cher, la conquête spatiale, le fait d'envoyer une navette à l'espace, je crois que ça coûte son propre poids en or. Donc c'était une comparaison qui a été faite, ça peut paraître bizarre, mais pour se faire envoyer dans l'espace, on doit payer à peu près notre poids en or. Donc pour moi, ça fera 85 kilos. On se retrouve tout de suite après, le temps que Sensor s'installe. À tout de suite.
Waouh! Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Là, on a écouté James Brown, vous l'avez peut-être reconnu, The Payback, même si j'ai un peu du mal à le prononcer, mais tout va bien. Donc c'est Cyberculture, là on était sur la partie que j'aime bien discuter, c'était la partie espace, une conquête spatiale, et on va arriver, pour finir ce petit dossier dessus, on va parler du fameux voyage au pôle sud lunaire prévu pour 2016. Donc c'est une course qui est lancée pour faire de la Lune une nouvelle base distante pour des opérations, donc des expérimentations diverses. Donc c'est l'ILOA, donc International Lunar Observatory Association, et Moon Express qui viennent d'annoncer donc ce fameux lancement de projet, comment viser donc à positionner un télescope permettant donc permanent à la surface de cette fameuse Lune. Donc ce fameux projet baptisé ILO, donc le télescope qui se présentera comme un observatoire multilongueur d'onde et aura la capacité de collecter les rayons solaires pour se recharger et fonctionner de façon ininterrompue pendant plusieurs décennies. Donc le groupe à l'origine de ce fameux projet espère donc qu'il s'agirait d'un premier dispositif à effectuer des recherches spatiales régulières depuis la surface de la Lune. Donc ILO sera mis en place au niveau du pôle sud de la Lune. Donc ce sera donc la société Moon Express qui se chargera de cette fameuse livraison. Donc le télescope sera positionné par une sonde en 2016, offrant également à Moon Express l'occasion de tester ses protocoles de vol spatial avant de s'engager plus sérieusement dans le tourisme lunaire. Donc cette société a en effet donc pour but de proposer à des touristes de s'approcher et même de fouler le sol lunaire dans un avenir dit proche. Bon, ça me fait un peu sourire, hein, peut-être. Après, il y a tout, le fait d'avoir spéculé avec ce qui se passe, avec l'actualité que je vous ai faite aussi la semaine dernière, où il y a 2 semaines, qui disait que, bien sûr, la NASA, le gouvernement américain, demandait à ne pas aller sur les fameux sites d'alunissage pour éviter d'écraser, entre guillemets, soi-disant de polluer, on va dire, où il y avait les fameuses traces et les premiers pas qui ont été faits sur la Lune. Je ne prends pas d'avis là-dessus, mais quelque part, bon, là aujourd'hui, bien sûr, là ça a bien été mis en avant que ce sera donc un alunissage qui sera mécanique avec des robots. Il n'y aura pas d'individus encore, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de préparer une mission, et surtout pour aller sur la Lune, forcément vu le prix que ça peut coûter. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, sur le chat, hein? Je vous rappelle que nous avons un chat disponible, un chat.rim 952.fr, hein, donc tout simplement vous loguez dessus, hein, donc vous mettez votre nom d'utilisateur, le pseudo, ce que vous voulez, le nom que vous avez toujours voulu avoir pour simplement pour discuter avec nous sur la radio ici et maintenant. Donc on se retrouve tout de suite après, le temps de passer à la deuxième partie de notre dossier. Moi ça me rappelle un petit peu, juste une petite parenthèse, hein, cette histoire de télescope et télescope lunaire, ça me rappelle la fameuse série Cosmos 1999, hein, une petite dédicace pour juste s'en rappeler. Donc on se retrouve tout de suite après ça.
Radio Simato 95.2, c'est Cyberculture. C'est un petit mix qui a été fait par Léonard Nimoy. Cette musique s'appelle Music to Watch Space Girl. Bon, il y en a qui l'ont reconnu sur le chat, c'est des experts. Chat.1952.fr pour vous connecter sur le chat de la radio. Je vous rappelle que ce chat est ouvert uniquement le samedi de 14h à 18h à partir de notre site internet. Là, on va aborder la deuxième partie de notre revue de presse. On va parler d'internet, de réseau, parce que aussi on aime bien parler dans nos émissions, d'un petit peu pour mieux comprendre, voir l'évolution de ce qui se passe autour de nous. Donc là on va enchaîner, en plus ça tombe bien parce que Sensor va pas tarder à arriver pour discuter avec lui de débit internet, et bien sûr la France qui progresse mais reste à la traînée en Europe. Donc la vitesse de connexion internet progresse en France, l'Hexagone demeure néanmoins à la traînée au niveau européen. Pour mieux savoir, donc c'est Akamai qui publie son dernier rapport trimestriel sur l'état de lieu de l'Internet. Donc il est basé sur les données recueillies par les plateformes Akamai Intelligent Platform. Au premier trimestre 2013, plus de 733 millions d'adresses IP uniques se sont connectées à ces serveurs depuis 243 pays et régions du monde. Donc au niveau mondial, la vitesse moyenne de connexion a augmenté de 4% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 3,1 mégabits dans le haut du panier. Donc la Corée du Sud se distingue avec une bande passante de 14,2 mégabits. C'est également le pays qui enregistre le plus haut niveau d'adoption pour le haut débit. Donc le pic moyen de la vitesse de connexion a progressé de 9,2% pour s'établir à 18,4 mégabits. Donc le champion est à Hong Kong avec, attention, accrochez-vous bien, un débit à 63,6 mégabits. Donc en Europe, ce sont les Suisses et le Pays-Bas qui positionnent en tête du classement avec une vitesse moyenne de connexion de 10,1 mégabits et de 9 mégabits. C'est donc ces deux pays qui occupent le 4e et le 5e rang mondial, alors que la France se situe malheureusement au 38e place rang mondial de la bande passante, dont la France est ainsi perdu de place par rapport au 4e trimestre 2012. Néanmoins, la vitesse moyenne de connexion a aussi augmenté en passant aujourd'hui en France de 4,8 à 5,2 mégabits. Donc au niveau européen, la France fait jeu égal avec l'Espagne, mais continue d'être à la traînée. Donc après 38 mégabits, la France n'a pas de contrepart à la traîne, ce qui concerne la vitesse mesurée en pic. Donc la moyenne de la plus grande forte connexion, donc c'est à peu près, comme on l'a vu, à 38 mégabits en France. Donc ce chiffre d'Akamai sont à prendre avec un certain recul. Je vous rappelle que donc Akamai est un intermédiaire technique qui achemine le trafic entre les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de contenu, donc des relations qu'on le sait souvent tendues et le débit peuvent en pâtir. Donc ça peut être un peu déformé. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça, Sensor? Bonjour à toi, Sébastien. Salut William, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, j'ai chaud. Ouais, comment s'est passé tes vacances? Je n'ai pas de vacances. D'accord. Ça arrive. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de débit? Bon, après, on parle d'Akamai. Akamai, il faut un petit peu pour relativiser et comprendre, parce qu'à la fin de cet article, on sait que Akamai est un fournisseur de contenu. Est-ce que tu peux expliquer de manière... disponible dans tous les pays, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Et attends, non, on va faire un truc. Ils font des caches, en fait. Oui. Voilà, vas-y. En fait, c'est des fournisseurs de contenu, mais via des caches. Ce qui fait que dans chaque pays, en fait, ils sont présents dans chaque pays où il y a de la bande passante et des fournisseurs d'accès Internet. Et ils ont des serveurs connectés directement sur les réseaux de chaque opérateur, afin de fournir des caches et éviter donc par exemple, quand on a besoin d'une information qui ne serait dispo éventuellement qu'aux USA, on va générer du trafic vers les USA et les opérateurs vont payer en fait la bande passante au bout d'un certain moment. Donc ça leur permet donc via des caches d'éviter de trop payer le trafic internet, absolument. En gros, ils ont des serveurs qui sont chez les fournisseurs, donc ils ont des baies, ils ont des disques durs, ils vont stocker les datas tout à fait. Ils font des images un petit peu tout ce qui est toutes les plus grosses consultations du web sont référencées chez eux et sont dans leur cache. Ce qui leur permet donc effectivement, là, dans le cas de l'article que tu as décrit, ça leur permet effectivement de faire des statistiques. C'est des statistiques, mais qui peuvent être un peu faussées en fonction des nœuds d'étranglement, des goulots d'étranglement sur bien sûr, puisque c'est pas eux-mêmes des fournisseurs d'accès Internet. Ce qui serait bien, c'est effectivement d'avoir les statistiques des fournisseurs d'accès Internet eux-mêmes.
Et aujourd'hui à Camaï, sur des réseaux sociaux que je ne citerai pas parce que voilà, ils sont utilisés pour stocker les fameuses photos, les photos, absolument. les photos. Et en plus, c'est un peu hallucinant parce que moi ça m'avait fait flasher, ces photos ne sont pas protégées. Tout à fait. Bon, après, il faut connaître, parce qu'il y a l'adresse internet qui permettra d'accéder à ta photo, par exemple. Il faut la connaître, quoi. C'est un peu encodé de différentes façons, mais effectivement, même les photos que tu voudrais limiter sur Facebook à ta famille ou je sais pas, ou à tes amis, bah, Tu peux pas. là, tu peux pas parce qu'en fait, elles sont accessibles directement. Oh, ça fait même halluciner cette histoire. Bon, je vais pas boucler là-dessus. Ok, bon bah, je sais pas. Bon après là-dessus, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la vitesse en Europe? Est-ce qu'on dit qu'en quelque part on est un peu à la traînée, on fait pas d'efforts Bah, on fait pas d'efforts enfin, on fait moins d'efforts pour les zones les plus rurales, puisque les opérateurs bah, voient directement dans leur business plan que c'est pas rentable, tout simplement. Donc ils laissent un petit peu à l'abandon ces gens-là. Bon, après, il y a des technologies, genre le WiMAX et tout ça. Bon, j'en ai pas entendu parler énormément, en tout cas à part dans des zones de test, mais c'est pas encore démocratisé. Donc dans les grandes agglomérations, on a la chance donc d'avoir d'être bankable, c'est-à-dire on a le droit à des grosses infrastructures, du 100 mégabits, de la fibre, des choses comme ça. Mais par contre, tant qu'on est dans une zone pardon, rurale, on est limité à la DSL au mieux et au pire vraiment dans les zones très très éloignées. Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui peuvent pas se connecter autrement que avec un service 3G ou un modem 56K. C'est 3G, c'est tendu. Moi, je sais que j'étais vraiment dans la France de Profonde. profonde. J'étais en mode avec mon antenne, en train de chercher pour juste capter et récupérer mes mails, hein, uniquement. Wow. Et t'avais eu du 3G ou c'était juste du Edge C'est entre les deux. C'était entre les deux. D'accord. C'était un peu ignoble. Bon, allez, petite musique et on passe à l'autre dossier. Bah, l'autre dossier. Là, j'ai encore le dossier. On va parler de connexion parce que c'est intéressant. On va parler de connexion. On va parler de GFast, du GFast et après de la fibre optique, de la paix entre Free et Orange. Ouais, Orange. Et comment ça s'est mis, hein, les deux, hein. C'est bizarre. Ouais, pas sur tous les plans. Ouais, on verra. Allez, À tout de suite.
De Cinéton, c'est Cyberculture, je suis avec Sensor qui est arrivé, Sébastien Sensor, c'est son nom de scène. C'est bien un prénom, effectivement, quand même. Voilà, Sébastien Sensor, qui nous a rejoint. Là, on parlait, je vais juste revenir un petit peu là, sur l'histoire, sur le dossier réseau, donc fibre optique avec Orange et Free, qui font la paix donc, dans un contentieux qui a duré un certain bout de temps pour les accès donc, au fourreau de l'opérateur historique pour le déploiement de la fameuse fibre optique Orange et Free, qui ont fini finalement par trouver un accord. Alors, il a débouché sur quoi cet accord au final ? Non, parce qu'il faut comprendre que c'était en été 2007. L'un a donné l'accès à l'autre, en fait, c'est ça, et inversement, en fait. Alors, ce qui s'est passé, donc selon l'autorité de la concurrence, Orange et Free ont mis fin à leur contentieux. Donc ils ajoutent que l'accord entre les deux entreprises facilite et accélère donc le fameux déploiement de la fibre optique pour faire bénéficier les deux opérateurs. Donc il fait mention d'un accord qui fait l'objet d'une déclinaison commerciale par Orange auprès de l'ensemble des opérateurs tiers. Donc des conditions techniques et financières donc plus favorables. C'est un petit peu, ça me rappelle un peu le déploiement au début avec l'ADSL. DSL, ouais. Donc cela va concerner spécifiquement plus de 510 000 logements dans une vingtaine de villes, donc Rouen, Tours, Clermont-Ferrand, Le Blanc-Ménil, Villeneuve-le-Roi, Villebonde, Saint-Martin-d'Air, Livry-Gargan, Thiès, Champs-sur-Marne, etc., etc. Donc après cet article, on peut aller voir sur Génération Inter, donc Vélizy, Saint-Ouen, La Courneuve, donc un petit peu tout le tour des grandes villes. Et donc d'après les gendarmes des télécoms au premier trimestre 2013, le nombre d'abonnés à la fibre étant de 360 000. Donc cette semaine, Orange a publié ses derniers résultats financiers. Ils ont été donc à peu près à 239 000 clients fibre câblés, donc au deuxième trimestre 2013. Ça fait du chiffre, mais d'un autre côté, bien sûr, c'est pas pour rien qu'ils non, mais c'est un accord financier. Là, ils ont pas parlé, mais c'est un accord financier. Ils ont dit ok, on peut bosser ensemble. Déjà, condition que. Voilà, jusqu'à un moment. Bon, bref. Donc parlons aussi du G-Fast pour conclure un petit peu cette partie réseau. Donc le G-Fast, est-ce que tu sais ce que c'est ? Non, pas du tout. C'est pas le fait, c'est pas. Je vais pas tarder à le savoir. C'est pas genre t'es super rapide. Non, ok, c'est nul. Quoi ? Alors le G-Fast, c'est pour avoir 1 gigabit de trafic sur du cuivre. Bah écoute, ça m'intéresse. Voilà. Donc il faut éviter de brûler, parce que si ça brûle trop le cuivre, ça m'a même fait halluciner, parce que le cuivre, déjà, c'était un miracle de faire passer de la DSL. Là, pour faire passer du giga. Donc cette fameuse technologie, donc le G-Fast pour un débit pouvant atteindre donc jusqu'à 1 gigabit sur des paires de cuivre pourrait être normalisé depuis de début 2014. Donc c'est l'Union internationale des télécommunications qui a donné son aval pour débuter donc ce fameux processus de normalisation de la technologie G-Fast donc sur le réseau cuivre existant. Il est censé donc autoriser un débit jusqu'à 1 gigabit sur toutefois une courte distance de 250 mètres. Donc il y avait quand même ça limite énormément les personnes qui vont pouvoir l'utiliser pour le moment, en tout cas si jamais c'était commercialisé. C'est Bouygues qui l'utilisait depuis le début. Bon, donc l'un des rapporteurs du groupe d'experts donc G-Fast, cette technologie offre donc un débit de type fibre optique avec la facilité d'installation à la DSL2. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est 250 mètres. Si tu vas le faire vers un DSLAM, c'est sûr que ça sert à rien. Mais si tu tires de la fibre vers un bâtiment, et après ce bâtiment il est déjà cuivré. Ah oui, effectivement, ok. Tu vois, c'est ça l'astuce. Ça peut simplifier les choses. C'est ça en fait l'astuce qui quelque part ça peut simplifier les choses. De récupérer l'infrastructure existante sans avoir à tout réinvestir. Parce que je pense qu'un bâtiment ne fait pas 250 mètres. Non. Bon, après on peut faire des ronds. C'est vrai qu'on peut faire des ronds avec les câbles, mais c'est un peu à éviter. Donc en début de mois, donc Alcatel et Telecom Australia avaient donc annoncé un essai de sa condition en laboratoire qui a permis donc d'atteindre effectivement le 1, gigabit sur 70 mètres et 800 mégabits sur 100 mètres. Donc grâce à cette technologie de vectorisation afin de limiter la chute de débit due à une interférence entre deux câbles non blindés. Donc ce fameux débit a pu atteindre 500 mégabits sur 100 mètres. Donc après, c'est à voir, ces fameux. Donc plutôt, donc après, ce qu'on en dit, c'est cette fameuse distance. Il y aura toujours des solutions pour accélérer, mais on parlait toujours du fait que si effectivement c'est pas rentable, ça sert à rien. Bien sûr, ils sont pas là pour rigoler. À un moment donné, c'est même un article que je l'ai plus en tête, c'est bête, que je l'ai pas mis de côté. C'était sur la démocratisation du fait que tout le monde a le droit à Internet. Oui, absolument. Mais au début aussi, c'est après quelque part, ça fait une fracture, ça fait une fracture numérique. Ça fait une fracture numérique. C'est ça, c'est une fracture numérique. Le fait de pas avoir ça sous la main. Ah, absolument, c'est clair que
Ça laisse encore une fois un fossé entre deux mondes, hein, le monde des gens qui sont dans les villes et qui profitent du maximum à un prix dérisoire, on va dire presque, et aussi le monde de ceux qui restent oubliés et qui, pour le même prix, ont 100 fois moins, 200 fois moins de vitesse et de commodité par rapport à une personne en agglomération urbaine. Ok, bon, on va passer à notre dossier futur. C'est marrant parce que ça se cale exactement avec l'article sur lequel tu as travaillé. Allez. Oui, je l'ai travaillé, ça c'est me un rappelle bien grand mot, mais... Ouais. Bon, après, c'est une lecture. C'est marrant parce qu'on est tombé sur... On a dû faire peut-être pas les mêmes sources, mais on a sélectionné quasiment la même chose sur le délire. Bah voilà, comme quoi on est bien accordé. Ouais, parlons Total Recall. Total Recall, absolument. Allez. Donc, pour tous les gens qui ont vu le film, c'est-à-dire beaucoup de gens, je pense, qui s'intéressent à la science-fiction, en tout cas, puisqu'il y avait une version il y a 20 ans et il y en a eu un reboot, comme ils appellent ça, l'année dernière, avec des nouveaux acteurs, mais basé un petit peu sur la même trame. C'était un peu naze. Hein. Ouais, moi j'ai préféré l'ancien. Bon, après, c'est une question de goût. C'est même marrant parce qu'avec énormément je vais te faire un parallèle. Les effets spéciaux, tout ça, ça claque. Ouais, mais ça n'a pas remplacé l'atmosphère. Je me casse sur masse, il a disparu. Tout à fait. Voilà, c'est rien que ça. Non, l'atmosphère de l'ancien, du Total Recall d'il y a 20 ans est complètement différente. Ils ont un petit peu aseptisé tout ça, j'ai pas trop... j'ai moins aimé. Ils ont viré Mars. Oui, ils ont viré Mars, mais ils ont remplacé par un truc qui n'était pas si... c'était pas mal non plus au niveau science-fiction, il fallait y penser aussi. Mais ouais, effectivement, l'atmosphère était un petit peu différente. Moi, j'ai beaucoup moins accroché, en tout cas, voilà, bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, donc dans Total Recall, on parle donc de l'implantation de souvenirs. Ouais. Voilà, c'est principalement ça l'information. C'est Recall, donc c'est la société Recall qui t'implante des souvenirs d'être... Voilà, tu choisis ce que tu veux. D'être un agent secret. Absolument. Tout ce que tu veux, donc tout est possible d'après eux. Tu peux même mettre Holy Cat. Oui, avec à condition que le siège soit adapté en conséquence, mais effectivement, on peut faire ça. C'est possible. Tout est possible. Mais bon, on n'y est pas encore, cependant. Donc la neuroscience et la biotechnologie seront peut-être prochainement capables d'implanter une mémoire artificielle. Donc pour le moment, pas chez les humains, mais ils ont fait donc des tests pour implanter donc des faux souvenirs à des souris. Et alors ? Eh bien écoute, apparemment c'est fonctionnel. Bon après bien entendu, un souvenir de souris, c'est sûrement pas un souvenir d'homme. Hein. Mais bon, voilà. Ah, t'as essayé de faire un jeu de mots des souris et des hommes ? Même pas, mais effectivement j'aurais pu. J'y ai pas pensé. Voilà, donc, alors, comment ils ont procédé? Donc, ils ont réussi en fait à implanter ce qu'ils appellent un faux souvenir donc, dans le cerveau d'une souris. Donc, la procédure pourrait être applicable à l'homme. Donc, les scientifiques ont placé une souris dans un environnement A et ont enregistré son activité cérébrale donc, afin de situer dans quelle partie de la mémoire l'environnement dans quelle partie de la mémoire de l'environnement elle était stockée. Donc là, on parle de stockage un petit peu comme un disque dur. Hein. Donc ensuite, la souris a été positionnée dans un autre environnement. Les scientifiques ont provoqué une décharge électrique tout en stimulant sa mémoire donc de l'environnement A. C'est-à-dire ils ont réussi un petit peu à lui remémorer l'environnement A alors qu'elle était dans un autre environnement via une décharge électrique. Voilà. Donc, lorsque la souris a été placée dans l'environnement A, elle est restée automatiquement immobile, comme si elle se souvenait d'avoir été électrocutée dans cette zone. En fait, pour stimuler le cerveau, en fait, via des impulsions électriques, et ça a dû, je pense, faire une douleur ou un truc ou quelque chose comme ça. Et du coup, la souris s'est rappelée de ce moment-là. En fait, ça l'a marqué. Donc, c'est sûr que c'est pas le même genre de souvenir que nous, mais en tout cas, c'est fonctionnel. Pour l'instant c'est une approche, hein. C'est plutôt un réveil, un stimuli. C'est un petit peu comme Pavlov, hein. C'est un petit peu restimuler, mais là, oui. Là c'est par des coups électriques. Hein. C'est un peu du sadisme. Oui, parce que bon, après il y a le fait d'effectuer ce genre de tests sur des êtres vivants, des choses comme ça. Bon, ok, effectivement, bon, après il y a une éthique, il y a des choses comme ça. Bon, après, quand on est scientifique, je pense qu'on pense plus à ce qu'on peut apporter. Au niveau de l'évolution de l'homme et tout ça, en faisant ce genre d'expérience. Et nous, bon, toi et moi, on voit peut-être pas ça de la même manière, quoi, puisque du coup, on n'est pas scientifique. Oui, c'est un peu ça. Hein.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Un autre article que j'ai sous la main, qui n'a rien à voir avec les souris, c'est bon, je pense de toi à moi, de vous à nous, vous connaissez la traduction sur Google. Hein. Oui. Donc maintenant, il y a eu ça, que cet outil-là est devenu de plus en plus performant. Et aujourd'hui, figurez-vous que Google qui teste donc la traduction en temps réel avec des résultats presque parfaits. Kezeko, donc c'est à Google qui vient d'annoncer de travailler sur un prototype d'un module de traduction révolutionnaire en temps réel très performant. Donc c'est Hugo Barra, qui est responsable chez Android, vient de donner quelques précisions sur un nouveau module de traduction développé par Google, qui viendrait comme une extension du service de traduction aujourd'hui qui est proposé. Donc nous avons des tonnes de prototypes proposant ce type d'interaction. C'est simplement, là en plus c'est la photo là qu'ils mettent sur le site, tu vois, il y a Captain Kirk avec Scotty, avec le traducteur universel, avec l'oreillette, où là c'est plus de la traduction texte, c'est de la synthèse vocale, c'est-à-dire qu'à partir, il y a même eu déjà un module pour traduire ce que tu dis d'anglais à japonais au Japon, c'est-à-dire que tu peux quasiment en temps réel parler avec la personne, et c'est quand même un outil qui est révolutionnaire. Oui, c'est très fort. Ça me rappelle un peu c'est comme si, quelque part, c'est la légende de Babel. Tu vois un petit peu ou pas? Babel avec la tour de Babel, parce que les hommes ont essayé de monter, ils parlaient tous la même langue, et je synthétise bien sûr. Et on les a punis, Dieu les a punis en disant chacun de vous allez parler des langues différentes. Et là on fait un peu l'effet inverse, on va tous parler la même langue, on va peut-être se comprendre ou pas. Oh, mais ça sera encore une fois grâce à la technologie, une fois que ton truc il aura plus de pile ou qu'il sera cassé, ce sera un peu dans le caca. C'est un peu pareil, hein. Après ça peut-être, est-ce que c'est implanté, après peut-être dans un futur dans un futur genre des trucs genre même dans à Star Trek, l'existence, hein. Je vois dans il y a des espèces d'appareils qui sont directement implantés dans le corps, mais bon je pense qu'on n'y est pas encore. Mais dans Star Trek c'est c'est juste un petit boîtier, effectivement. C'est un boîtier c'est le commutateur qui fait tout, hein. T'as le commutateur qui, quand il est pété, la personne, tu peux pas la comprendre. Donc à un moment donné, tu vas parler avec les mains. Avec un Vulcain, ça va bien se passer. Tu vas parler avec un Klingon, ça va tourner au vinaigre. C'est sûr. Bon, faut pas s'énerver, hein. Faut surtout pas se tromper dans un opéra. Klingon, petite pause, on se retrouve tout de suite après ça.
Radio Ici Nathan 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui et on parle de la revue de presse. On est dans la partie future, choses bizarroïdes que j'ai sélectionné, j'en ai un là sous la main. Je sais pas ce que tu en penses, hein. Je vais faire une petite lecture assez synthétique là-dessus, c'est de la biométrie. Bon déjà, je n'étais pas assez monté fort, ouais, c'est mieux là, voilà. Là je t'entends, est-ce que tu es là? Je suis là. D'accord. Donc on va parler de biométrie avec la photo bientôt taguée avec nos signes vitaux. Donc c'est un peu effrayant. Difficile de savoir à quoi cela pourra bien servir, mais Sony vient de déposer un brevet faisant état de la possibilité de taguer des photos prises avec un smartphone et incluant donc nos données biométriques. Donc la géolocalisation des clichés est une fonction qui prend de plus en plus d'intérêt, que les utilisateurs le partagent systématiquement, on sait, sur les fameux réseaux sociaux. Donc Sony espère certainement devenir le prochain détenteur d'un service similaire, mais basé sur des informations non plus de localisation géographique, mais biométrique. Donc cette fameuse marque qui pourrait ainsi envisager la sortie d'un capteur connecté au smartphone et enregistrer les signaux vitaux, par exemple d'un utilisateur au moment d'un cliché de sa capture. Donc température, pour pression sanguine, taux d'oxygénation, rythme de respiration sont autant d'éléments qui pourraient être associés avec un cliché à l'avenir. Donc l'idée ne serait pas de partager l'état de santé utilisateur avec ses amis, mais pourrait se présenter comme un carnet de santé virtuel, apportant un ensemble d'informations au corps médical en cas de besoin. Donc la tenue d'un sorte de journal d'information biométrique n'était pas surprenante en soi, mais pourquoi attacher ces données à vos photos? Peu importe la raison, l'engouement pour ce fameux capteur biométrique pourrait prochainement exploser et Sony aura alors un service à proposer au milieu des milliers d'utilisateurs équipés de ce genre de service. Ça me fait un peu flipper. Hein. Je vois pas trop l'intérêt, à part dans le domaine médical, parce que là, on s'en fout de savoir si quand tu as pris ta photo à la plage, tu avais une température de 38 degrés, que ton cœur battait bien, on s'en fout un peu, quoi. Après c'est un suivi, on dirait que la personne à ce moment-là elle était bien, mais d'un autre côté, quand tu vois vraiment de l'exposition complète, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est de l'exposition complète de vie privée, quoi, au final. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir si nos amis ou qui que ce soit, quand ils postent une photo, il va bien, tout ça. Enfin, c'est des trucs super perso, quoi, je veux dire. Le jour où ça ira pas, qu'est-ce qui va se passer? Pour le côté, on pourra faire un commentaire, enfin, tu vois le truc. Pour le côté médical, côté médical, moi je suis d'accord. Quand ça, ils ont leur appareil, ils peuvent je suis d'accord pour le côté médical, absolument, c'est très bien. Mais dans le côté grand public, à part... C'est pas dangereux, toi? Tu trouves pas que c'est dangereux? Dangereux dans le fait où on récupère de l'information sur les gens, encore une fois. Je récupère... c'est ça. Ça permet de faire des banques de données. Après, on va dire, non, on peut pas vous prendre parce qu'on considère que vous n'avez pas un rythme cardiaque correct. Oui, absolument. C'est triste quand même. On va arriver, ce sera comme pour le prêt d'une banque, quoi. Tu vas falloir remplir des documents pour voir, pour tout savoir. Et là, tu pourras pas mentir puisque du coup, on te prendra en photo avec un capteur biométrique, quoi. Tu as un bon capteur biométrique, ça c'est sûr et certain. Passons, on va faire un petit saut là. Parlons sécurité. Tu veux me parler d'un truc de sécu, hein? Ouais, enfin un trou de sécu plutôt. Non, avec les tout à fait, c'est ça, ouais. En fait, les cybercriminels. Tout à fait, c'est ça. Il y a 5 personnes là, donc qui ont été inculpées, mais ce qui est impressionnant, c'est le chiffre. Ils ont été inculpés pour un piratage de 160 millions de numéros de cartes de crédit. Donc c'est énorme. Donc voilà, ça s'est déroulé entre 2005 et 2012. Ces personnes sont originaires des pays de l'Est et donc récemment ils ont été inculpés pour un vol de plus de 160 millions de numéros de cartes de crédit. Donc c'est énorme. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, ces gens-là, ils ont fait ça pour pouvoir revendre les numéros et donc que derrière il y ait des utilisations frauduleuses. Donc ils ont réussi à pénétrer des systèmes informatiques, tout simplement. Ils ont réussi à récupérer les numéros de carte et aussi les informations qu'il y a à faire, c'est-à-dire nom, prénom, éventuellement adresse des personnes à qui elles appartenaient, ce qui permet en fait de faire un petit peu des kits pour usurper des identités, acheter des trucs sans payer ou plutôt faire débiter d'autres personnes. Voilà. Donc c'est rigolo parce qu'il y a même le tarif de leur revente, c'est-à-dire que pour 10 $, on pouvait avoir un numéro de carte bleue américaine, pour 15 $ une carte canadienne et pour 50 on avait une carte européenne. Voilà. Donc ça servait en fait à dupliquer sur des cartes vierges des informations qui étaient valables, ce qui a permis à plein de gens de faire énormément d'achats frauduleux et de mettre beaucoup de banques dans le rouge, je pense. Voilà. Donc ils ont procédé de cette manière avec une vulnérabilité SQL.
Ça leur a permis donc d'infiltrer les réseaux informatiques de quinzaine de sociétés, de banques, de grands comptes, d'opérateurs, etc., etc. Il y a quoi? Il y a Nasdaq, JCP, Global Payment, Visa Jordan, Euronet. On a aussi en Europe Dexia et Carrefour qui ont réussi à être hackés donc, de cette manière, donc via des failles SQL. Et ils ont ensuite placé donc, des codes malveillants qui agissaient en tant que backdoor. Donc une backdoor, c'est une porte dérobée qui leur a permis de maintenir l'accès pour pouvoir récupérer encore plus d'informations. Donc une fois qu'ils ont trouvé la vulnérabilité, ils l'ont exploité à fond. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça dure le plus longtemps possible, c'est-à-dire en laissant une backdoor qui leur permettait de rentrer quand ils voulaient, collecter des nouvelles informations, des nouveaux numéros de carte de crédit. Voilà. Donc, le montant des pertes s'élève à environ 300 millions de dollars, mais seulement pour 3 pays. C'est-à-dire, ils ont pour le moment recensé que 3 pays qui font pour le moment un total de 300 millions de dollars de dommages. Voilà. Oui, quand on dit dommages, c'est-à-dire que c'est par l'utilisation de cartes bleues absolument. Ou par le fait qu'ils ont soi-disant cassé trop de trucs chez eux, dommages matériels Ouais, dommages matériels, c'est dans le sens où les banques, en fait, c'est les banques qui estiment ça, dans le sens où vu que c'est des cartes dupliquées, les gens, au bout d'un moment, quand ils s'en aperçoivent, ils font directement opposition, et il faut savoir qu'il y a une assurance. Je ne sais pas dans tous les pays comment ça fonctionne, mais en tout cas en France, on a une assurance qui permet, donc si on arrive à prouver qu'on a été piraté au niveau de sa carte bleue, de vous faire revenir tous les sous qui ont été débités. Voilà. Et aujourd'hui, attention, après, il y a quand même de la sécurité, je ne sais pas dans Bien quelle sûr, banque, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité. Tout à fait. Il n'y a qu'une banque qui a été hackée, c'est Dexia, il semblerait. Les autres, c'était principalement des grands comptes, mais effectivement des grands comptes dans le domaine de la finance. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de sécurité à rajouter sur les agences tierces. Quand tu fais un achat en ligne, parce qu'on va parler d'achat en ligne avec la carte bleue, quand tu fais un achat en ligne, tu as quand même de la sécurité. Maintenant, on va te demander des trucs qui se positionnent sur des informations. Depuis SMS. un an et demi, on reçoit effectivement, lorsqu'on fait un achat sur Internet, sur un site validé, on reçoit effectivement, puisque notre banque a nos coordonnées, donc a notre numéro de téléphone. Et donc lorsqu'on fait un achat, on reçoit donc sur son téléphone personnel un code d'authentification dans la seconde, enfin dans les 5 secondes où on valide. Et avant de valider effectivement ce fameux achat, maintenant on est obligé de rentrer un code numérique de 6 chiffres, je crois. Il y a même 2 niveaux. Je sais que sur certaines banques, tu as un premier niveau qui va te demander de récupérer, il va te demander par exemple l'identifiant du site internet. Oui. Et à partir de là, ça va t'envoyer un SMS, et ce SMS-là va te donner un code. Donc il y a vraiment, il y a beaucoup de niveaux de sécurité. Il y a quand même une certaine sécurité. Là, ce qui s'est passé, c'est clair que c'était la fête. C'était en 2005, donc ça s'est terminé l'année dernière parce qu'ils se sont fait attraper. Mais ça a quand même duré jusqu'à 2012. Donc là, les sécurités sont mises en place de manière progressive, mais ces personnes-là, pendant 7 ans, ils ont eu le temps de faire des dégâts quand même. Sais-tu qui c'est Barnaby Jack? Non. Barnaby Jack, c'est le hacker des distributeurs de billets. Ah, ok. Mais qui a hacké les distributeurs de billets, qui est mort. Il est mort, donc c'est qui donc? Donc c'est un hacker qui est devenu célèbre après avoir réussi donc à pirater donc un distributeur de billets, donc qui a été retrouvé mort à San Francisco il y a quelques jours d'ici, et il devait participer la semaine prochaine à une conférence des Black Hat. Donc c'est les fameux hackers qui déchirent tout. Ouais. Donc dans le monde du White Hat, donc est en deuil. Donc Barnaby Jack, l'inventeur. Black Hat dans le monde du White Hat. Non, le monde du White Hat est en deuil. Barnaby Jack, l'inventeur du Jack Spotting, est décédé donc ce fameux jeudi à San Francisco, et fait savoir donc l'agent Reuters après avoir donc obtenu la confirmation d'un médecin légiste. Donc il avait 35 ans. Les circonstances de sa mort n'ont pas été encore vraiment publiées. On sait pas. Donc on va pas en aller sur des suppositions. On lui a fait avaler des cartes Visa jusqu'à l'étouffement. Ça c'est un film d'horreur. C'est horrible. Ça faut pas. Après on sait pas, mais quand même pour traîner là-dedans, faut faire gaffe. Faut éviter de trop en parler. C'est vrai que les domaines bancaires, les gens rigolent très peu avec ça. C'est quand même, tu peux faire effondrer un système avec. Complètement, absolument. Parce que je crois que c'est la pire des peines de faire des faussaires, faire des faux billets, fausse monnaie, etc. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore trop étendu ça à ce genre de hacking et de duplication de cartes bleues et tout, parce que nos lois sont un petit peu à dépoussiérer. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué dans le domaine du numérique, et ça serait bien qu'on fasse des mises à jour, et pas seulement dans les trucs genre Adopi et compagnie, quoi, mais pour tout ce qui est plutôt la protection du consommateur, plutôt que lui taper dessus avec des cybermatraques.
Sachant que ce mec-là, bon, lorsque je lis hein, sur cet article-là, il a quand même travaillé également sur les injecteurs d'insuline. Donc il démontrait que la faiblesse de ces fameux appareils, que ça pouvait faire. Donc il en avait en effet donc réussi à en pirater un. Un injecteur d'insuline? Ouais. Waouh. Et qu'est-ce qu'il Donc faisait avec? il était capable ensuite d'injecter potentiellement une dose mortelle de produit dans le sang du malade. Ah, Donc il avait réalisé ces fameux travaux en collaboration avec McAfee afin d'accroître la sécurité de ces fameux appareils. Donc quelque part, c'était c'était un white hat alors, c'était pas un black non, hat? c'est pas un black hat, hein, c'est un white. Hein. D'accord. C'est Ok. c'est un gentil hacker. Tout à fait, Pour bien absolument. comprendre. Les white hats, ce sont les gens qui hackent avec l'état d'esprit d'améliorer les choses, donc de montrer aux gens les failles, les trucs comme ça, et plutôt de les réparer plutôt que l'inverse, c'est-à-dire les black hats, c'est-à-dire ceux qui sont là pour collecter de l'info, un petit peu comme nos amis là, ukrainiens aux 160 millions de cartes. Ça, c'est des black hats en fait. Ils sont là pour se faire des sous, ou bien faire collapser un système, un truc comme ça, bombarder, faire des attaques, des vers, des virus, des choses comme ça, dans le but de soit se faire de l'argent, soit au moins embêter grandement les gens qui sont visés. Et après, il y a aussi les grey hat hackers, c'est ceux qui en fait ne prennent pas parti. C'est-à-dire, il voit une faille, bah, il va pas il va pas spécialement l'exploiter pour se faire des sous, mais il va pas non plus spécialement aller informer le site web qu'il y a une faille, par exemple. Voilà, c'est juste, c'est à titre personnel, on va dire. Ok. Et, Ouais. Bon, petite pause, on se retrouve tout de suite après ça.
Alors ici maintenant, c'est Olivier qui prend le micro un instant, il est chaud. Non, c'était juste pour faire un peu de teasing sur ce qui allait se passer dans le cours de la hotline, dis-moi. Dans laquelle vous allez rester, j'imagine. Bah oui, tu nous as invités pour une fois. Ouais. Pour une fois, vous n'allez pas seulement squatter. Donc à partir de 17h, on aura sur l'antenne Laurent qui est Fab Manager d'un Fab Lab, donc Fab Manager de fabrication, d'un Fab Lab qui se trouve à Oberkampf. Et c'est quoi ? Alors justement, les Fab Labs sont des ateliers de création numérique. On verra avec lui plus précisément qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel lieu quand on est toi ou moi, voilà. Et il nous expliquera tout ça. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que le Fab Lab est pas un concept nouveau. Il nous vient des États-Unis. Là encore, Laurent nous expliquera un petit peu comment ce type de structures sont apparues et quelles en sont les finalités. Donc je vous encourage, vous, auditeurs, déjà à faire un petit tour sur Internet et vous renseigner un petit peu sur le principe du Fab Lab. Ça vous permettra éventuellement de lui poser vos questions à partir de 17h dans la hotline. Je vous laisse l'antenne, messieurs. Non, mais tu prends l'antenne dans 15 minutes. Oui, enfin peut-être. Ok, bon, à tout à l'heure. Allez, amusons-nous. Ouais, c'est ça, salut. Ciao. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. C'est un petit mot d'Olivier qu'on va retrouver d'ici un quart d'heure, 20 minutes, à tous les coups. Et on est avec Sensor, Sébastien, et c'est Cyberculture. On est sur la revue de presse. Un petit article. Parce que là, on a parlé de Black Hat, de White Hat. Là, tu m'as parlé même en parallèle de Grey Hat. Donc, après, il y a plein de termes là-dessus, mais pour qu'on comprenne. Donc, les gentils, il y a comme les blancs comme les sorciers blancs et les sorciers noirs. C'est ça, c'est les chapeaux, on appelle ça les chapeaux. Donc les white hats, c'est les gentils. Les black hats, c'est les méchants. Et les grey hats, c'est ceux qui se mouillent pas. Bah, c'est ceux qui touchent pas à l'électricité. Voilà, sans opinion. Mais si des fois c'est un peu gros, ils peuvent le dire. Tout à fait, ouais. Après, il y a un devoir moral, si c'est eux qui décident. Passons à un article que j'ai sélectionné. Je ne sais pas si tu l'as sélectionné, celui-là, sur la reconnaissance faciale, donc bientôt pour les paiements à la tête du client, donc avec Unicul. Je ne sais pas ce que c'est le truc, c'est un peu bizarre comme terme. Donc les banques et organismes spécialisés dans les transactions souhaitent, encore une fois, nous faire abandonner un peu plus, mais un peu moins, nos carnets de chèques, argent liquide et carte bleue au profit d'une chose, de la solution de paiement virtuel. Donc de plus en plus de marchands se lancent dans l'aventure des paiements virtuels sans carte. Il s'agit donc de payer avec son smartphone par NFC, et on en parlera tout à l'heure de ce module-là, ou par PayPal. Donc la matérialisation physique de la solution de paiement est aujourd'hui donc bousculée. Donc ce fameux système de la société basée en Finlande souhaite aller encore plus loin dans ces systèmes de paiement sans carte et sans contact. Donc le groupe vient ainsi de dévoiler un système permettant à un client de payer ses achats simplement en faisant face à une caméra équipée d'un module de reconnaissance faciale. Non, j'ai des choses qui arrivent. Non, mais peut-être avec tes lunettes, ça ne marchera pas. Non. Donc la caméra est directement reliée à une base de données établie dans une banque de l'acheteur. Il n'aura ainsi qu'à s'identifier en regardant la caméra pour être reconnu et valider le transfert de la somme due. Donc ce fameux système Unicul annonce que ce système sera plus rapide et plus sécurisé que le système de paiement NFC actuellement proposé sur le marché. Donc ce fameux système fonctionnera ainsi. Chaque magasin serait équipé d'une tablette unique ainsi qu'un comptoir de paiement dédié. Donc cette fameuse tablette où une caméra prendrait le client en photo et présenterait donc une identification biométrique. Si les clients enregistraient des données biométriques, sa photo, on l'associera donc à sa carte bleue. Donc son profil apparaît sur la tablette et il n'a qu'à presser OK pour valider ce fameux transfert. Donc le paiement sera ainsi réduit à 5 secondes contre 30 secondes avec le système NFC, actuellement le plus rapide du moment. Bien entendu, des frais seront mis en place pour l'utilisation du système à la charge de l'acheteur. Excuse-moi, NFC, c'est NFC, hein. NFC, on est bien d'accord. Non, j'ai une dyslexie qui arrive. Actuellement, le plus rapide donc du moment. Et bien entendu, des frais seront mis en place sur l'utilisation du système à la charge de l'acheteur. Donc 7 € par mois pour un accès international et 3 € pour une région prédéfinie. Donc il y a 1 € par zone, etc. Donc toujours
Bon, moi, ça me fait sourire, mais quelque part, t'imagines, tu pirates ce système-là, tu vois la tête de la personne, tu sais qu'elle a 15 crédits sur le dos, tu sais tout de toute cette personne. Le NFC, c'est pas du tout... c'est très très peu sécurisé, ce qui fait que avec un smartphone qui permet donc qui a un lecteur NFC, et si on se rapproche de n'importe quelle carte de crédit, il suffit d'aller voir les vidéos sur YouTube ou autre, on voit directement que la carte elle émet en permanence des infos, donc formidable quoi. Donc en plus on nous l'impose cette carte, c'est ça qui est encore plus formidable. Quand tu vas faire renouveler ta carte, ton banquier il te le dit pas, mais il y a le truc intégré et c'est comme ça et puis c'est tout. Donc bon. Moi, je suis pas du tout pour ça. J'ai la chance d'avoir une carte qui, pour le moment, n'a pas la NFC, mais bon, un jour ou l'autre, je vais devoir y passer. C'est assez embêtant. Sachant qu'elle est obligatoire, ils vont te l'imposer. Voilà, super. Il y a des protections. Alors, si vous avez une carte NFC. Tout à fait. Il y a des petits étuis, par contre. NFC, je l'ai dit, NFC. Oui, c'est bien ça. Merci. Mais effectivement, il y a des étuis pour les cartes maintenant. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui ont pensé à ça, mais sinon, les banquiers, ils s'en foutent. C'est pas de souci, quoi. Alors que bon, apparemment, c'est moins bien sécurisé que les cartes Navigo. Donc, quand même, il faut le faire. Quand c'est du bancaire, normalement on rigole pas. Mais bon. Donc après pour la reconnaissance, faut pas être fatigué, faut pas avoir pris 10 kilos, il y a plein de trucs, faut pas changer de coupe de cheveux. Après je sais pas, je pense que ça va se mettre plutôt sur les traits du visage, l'iris, des choses comme ça. De toute façon, c'est peut-être performant aujourd'hui sur la reconnaissance, mais c'est peut-être un peu foireux aussi. Moi j'ai un souvenir sur la reconnaissance sur l'iris, quand je rentrais dans un data center, c'était foireux parce que j'étais fatigué. Ma pupille était bizarre, non mais non, vous pouvez pas rentrer, non. Ouais, ça peut se retourner à ton désavantage au final. Ou pas. Imagine que tu vas dans un restaurant où, même si tu vas payer un coup pour tes potes, t'arrives, t'as la tête qui est gonflée, ça passe pas, il reconnaît pas ton œil, c'est plein de choses. Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Quand même, je sais pas quoi, quelqu'un qui porte des lentilles ou des trucs comme ça, je suis sûr que c'est pareil, ça fout le bordel. Et là, c'est facile. Imagine quelqu'un enlève sa lentille pour faire son truc et la remettre, non, c'est pas possible. Sinon, tu mets un masque. Un masque d'Anonymous. Non, tu prends la tête de ton pote. Hop, ton pote, voilà. Ouais. Tu prends la tête de ton pote et tu la mets sur sa place et c'est un reconnaissance. Sur une pique. Ah, non, c'est pas bien. Non, tu mets un masque. Tu mets un masque avec le visage de ton pote. Hop. Ouais. Non, moi je suis plutôt sceptique quant à ces choses-là. Bon, après, de toute façon, on nous l'impose, donc on n'a pas le choix. C'est un peu ça, c'est imposé des systèmes. Après, c'est le refuser. Mais après, c'est le refuser, c'est quoi? Tu prends pas une carte de crédit, tu prends une carte tout court. Oui, voilà, aussi. Puis même, on nous impose dans tout. Apparemment, là, le prochain iPhone, il va avoir une reconnaissance empreinte digitale. Donc, d'office, ça va être stocké quelque part. Enfin, bon, voilà, ça peut aller loin, encore une fois. Il y a trop de collecte d'informations sur beaucoup de choses personnelles, en fait. C'est un peu ça. Revenons à nos moutons là sur des cyberattaques. Parce qu'on n'a pas assez parlé, je pense, sur l'explosion qui est l'explosion sur les cyberattaques en Indonésie qui rejoint la Chine dans un rapport trimestriel sur l'état des lieux de l'Internet. Toujours Akamai, on va savoir pourquoi ils sont toujours là, avance que la moitié des cyberattaques dans le monde a pour origine la Chine et l'Indonésie, donc un boom spectaculaire en Indonésie. Donc c'était important, opérateur du CDN, du Content Delivery Network, Akamai publie son rapport trimestriel sur l'état des lieux de l'Internet qui est basé sur les données recueillies par les plateformes Akamai Intelligent Platform. Donc c'est un chapitre qui porte sur la sécurité et l'observation des attaques de trafic menées via les adresses IP. Donc via les adresses IP, je vous rappelle que ça correspond, c'est votre identité sur Internet, comment on peut vous identifier, c'est comme votre numéro de téléphone, tout simplement, unique donc de ces 177 pays au premier trimestre 2013. Donc la méthodologie repose sur l'adresse IP en tant que source d'une attaque souvent pointée du doigt. La Chine demeure à la première place mondiale pour l'origine des cyberattaques. Néanmoins, il y a une baisse significative à peu près au 4e trimestre 2012, donc il y a 41% des cyberattaques qui avaient donc pour origine la Chine contre 34% au premier trimestre 2013. Donc la deuxième place mondiale est occupée par l'Indonésie avec une progression spectaculaire, à peu près donc au 4e trimestre 2012 de 0,7 des cyberattaques de trafic avaient donc pour origine l'Indonésie qui a progressé depuis de 21%. C'est quand même c'est énorme. C'est énorme.
Donc là après j'ai un rapport pour la moitié des cyberattaques ainsi pour origine la Chine et l'Indonésie, un taux de 8,3% pour les États-Unis qui occupent la 3e place du marché et du podium. Donc l'immense majorité des cyberattaques provenant d'Indonésie, soit 84%, ciblant les ports 80, donc HTTP. Donc simplement ça attaque les sites web, ça attaque le site web. Et 443, donc ça attaque les sites web sécurisés. Voilà. Et pour Akamai, cela tente à prouver une forte donc activité des botnets. Donc les botnets, je rappelle, c'est des ordinateurs qui sont vérolés par des virus, et qui attaquent. C'est de l'automation, c'est des robots qui attaquent, tout simplement. Ils testent. Et ça peut être votre ordinateur, quand vous appelez la hotline. Bien sûr, ça peut être tout. Des fois, vous appelez la hotline, vous avez des problèmes, Olivier fait vous avez pas d'antivirus. Et même, vous utilisez un logiciel craqué, boum, il suffit que dans le crack, il y ait un petit cadeau du genre ça. C'est terminé, vous le savez pas, et puis c'est la fête. Donc, de toute façon, quand on a un botnet, on le sent. Oui, parce que l'ordinateur il rame, mais l'utilisateur lambda, on va dire, qui a peut-être un vieux PC et qui par défaut rame déjà un petit peu, ne verra peut-être même pas la différence. Il va bombarder toute la journée soit du spam, soit des tentatives de hack, et au final, il ne saura même pas. Donc, les cybercriminels semblent avoir trouvé en Indonésie une arme d'ordinateur personnel infectée par un malware spécifique et placé sous contrôle afin de mener diverses attaques. C'est ce qu'on disait tout simplement par rapport à ça. Donc, je vais aller sur les sécurités attaques trafic. Donc, les premiers, on a dit, c'était la Chine, 34%, l'Indonésie, 21%, les États-Unis, donc les attaques qui viennent d'eux. Je le dis bien, des États-Unis, 4,5 de la Turquie, 2,7 de la Russie, 2,6 de l'Inde, 2,5 de Taïwan, 2,2 du Brésil, Roumanie en 2%, Hong Kong 1,6 et les autres, tout simplement. Ouais. Ça fait quand même beaucoup au niveau de la Chine, et puis l'Indonésie c'est pas mal, ils se débrouillent bien aussi, vu que c'est un petit pays quand même. Et par rapport aux États-Unis, qui est quand même un pays énorme et qui est que entre guillemets en 3e place, je trouve que au niveau asiatique, il y a pas mal de boulot d'éducation à faire, ou alors c'est tout simplement que les utilisateurs sont remplis de PC vérolés parce qu'ils craquent, enfin ils achètent rien, ils craquent tout peut-être, je sais pas. Faudrait un peu plus creuser les chiffres, ça serait intéressant. Après ça, c'est les chiffres. C'est les chiffres Akamai. C'est les chiffres Akamai. Après, c'est par IP parce que c'est les IP entrantes, etc. Parce qu'à Akamai, faut que je m'en renseigne, mais je crois qu'ils sont implantés en partie. Il doit y avoir du cache là-bas, mais je ne suis pas trop sûr sur le grand firewall de Chine. Oui, je pense aussi qu'ils ont un cache là-bas, mais c'est pas eux qui ont la main dessus. Ils ont peut-être une infrastructure, mais je pense que le gouvernement a sûrement une entrée directe sur ce qui se passe. Ok, bon, attends, je vais regarder. Est-ce que tu as un autre article sur lequel tu veux rajouter un mot ou écoute, il y a quelques trucs. Enfin, il y a la console Ouya. Je sais que vous en avez déjà parlé il y a 2-3 semaines avec un autre intervenant, mais il semblerait qu'au final, ils avaient dit que ça ferait un bid, mais d'après, donc en tout cas, les spécialistes de Ouya, la console fonctionne plutôt pas mal en termes de contenu payant en tout cas. Donc il y a beaucoup plus de jeux qui sont vendus que ce qui n'était prévu en tout cas, donc c'est pas mal. Parce qu'en fait actuellement cette console est plutôt vue comme une console d'appoint. Ce qui fait que il n'y a pas d'exclusivité. Disons qu'il y a beaucoup de points forts sur cette console, mais il y a aussi beaucoup de points faibles. L'Ouya, elle a été comment là, parce que c'est marrant parce que je vais rebondir sur un autre article qui est un peu en rapport avec ça. Elle a été quoi? Elle a été mise sur KissKissBank, sur Kickstarter. C'est comment le projet a commencé? Je ne sais pas quel modèle économique ni par quel projet ça a été sorti. Parce que je voudrais me souvenir, je crois qu'ils ont que c'est communautaire dans le sens où ils ont trouvé les financements, ils ont fait du préachat. Je ne sais pas si c'était sur Kickstarter ou sur un autre site, mais ils ont fait un préachat. Et aujourd'hui, quand tu as des grandes sociétés ou des producteurs, voire des industriels qui n'ont pas forcément envie d'investir sur toi, il y a l'esprit communautaire qui existe. Fait, ouais. Et là, j'ai même un exemple avec la Ouya. On disait je crois qu'on disait qu'il y avait peut-être un petit peu une déception ou un échec, mais toi, tu me dis, c'est peut-être pas vrai. C'est qu'en fait, compte tenu des prévisions qui avaient été montrées, en tout cas en termes de contenu payant, ça s'annonce plus intéressant que prévu. En tout cas, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir sur cette console, c'est qu'on peut tester n'importe quel jeu avant de pouvoir l'acheter, et ça, c'est quand même intéressant. C'est mieux que n'importe quelle console actuelle, en tout cas, où on est obligé de payer donc son jeu pour s'apercevoir que éventuellement
il est nul ou il correspond pas à ce qu'on voulait ou que ça. Après, donc, il faut le faire reprendre, on perd des sous dessus, etc., etc. Là, au moins, on télécharge son jeu en version de démonstration, on le teste, oui, non, et hop, on l'achète dans la foulée si ça nous plaît, quoi. Moi j'ai un exemple toujours de l'esprit communautaire, donc du réseau communautaire sur internet. Donc tu vois qui c'est, Spike Lee ou pas? Oui, bien sûr. Spike Lee qui donc aujourd'hui a trouvé un financement collaboratif, donc ce fameux financement collaboratif pour simplement se produire à partir du site internet Kickstarter. Ah, Kickstarter, ok. Voilà, donc Spike Lee qui vient donc de lancer sa campagne de financement sur cette fameuse plateforme dans le but de collecter à plus de 1,2 million de dollars pour son prochain film. Donc vous le connaissez par Inside Man, mais c'était New Jack City, je crois, un truc comme ça, où il a fait ça, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible. Donc Malcolm X, 25e heure, Inside Man, très bon film, bien réfléchi. Donc aujourd'hui, il passe prenant donc cet exemple de financement pour récolter, donc qui succède à des opérations sur la plateforme communautaire que j'ai cité, donc Kickstarter. Donc ce qu'il faut bien comprendre, Kickstarter, excusez-moi, et qu'il faut bien comprendre que le système de studio d'Hollywood aujourd'hui n'encourage pas suffisamment les réalisateurs et producteurs indépendants. Alors, pour juste rebondir sur Kickstarter, parce que j'ai vu aussi une news dans la semaine, c'est qu'il y avait un mec qui s'est barré avec la caisse de son projet. En fait, il a ouvert un projet sur Kickstarter, il a récolté 122 000 dollars, et il s'est fait la malle, il s'est fait la partie avec la caisse, quoi. Combien? Tu m'as dit combien? Il a récolté 122 000 dollars, et il s'est fait la malle avec la caisse. Sur Kickstarter. Ouais, il a réussi à lever un truc sur Kickstarter et il a tout bouffé, en fait. Il a arrêté de taffer, il est parti en vrille direct, le gars. L'argent rend fou, c'est bien connu. Non, mais comme quoi, tu vois... Après, c'est une faille de Kickstarter, il y a des sites communautaires où tu peux vraiment trouver tes financements pour aider à ton projet. Oui, et normalement, dans Kickstarter, il y a un truc qui indique que si ton projet se vautre, pour une raison X ou Y, tu rembourses, en fait, les gens qui ont envoyé donc, une collaboration, ce qui est logique. Et là, en fait, non, il n'a rien fait du tout, il est parti avec la caisse et ça s'est arrêté là. Ouais, c'est comme ça. Tout à fait. Bon, on va passer à la hotline. On va descendre le siège. Pour qu'Olivier puisse prendre le micro d'ici quelques instants. Merci à vous d'avoir suivi l'émission Cyberculture aujourd'hui avec Sensor qu'on retrouvera, j'espère, bientôt aussi. Merci à vous, merci au chat. Je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr. Vous pouvez vous connecter, le chat est ouvert jusqu'à 18h. D'ici quelques instants, on va retrouver Olivier avec la hotline. On sera avec lui parce qu'il nous a invités, il est sympa. Bon, je vous dis à bientôt et à ce soir pour la libre antenne sur la radio ici et maintenant. Et la question de ce soir, c'est comment faut-il responsabiliser ses enfants? Attention. Allez, bisous.